Salut tout le monde, comme toujours, tout de suite avant de commencer, cet épisode a été enregistré le 21 octobre 2023, et donc tout ce qui va se passer après, j'en sais rien du tout. Vas-y. Autre chose que je voulais dire, quand je parlerai de la F1 Academy, il y a une erreur parce que en fait, c'est pas Maria Garcia, mais c'est Marta Garcia. Vas-y. Ciao tout le monde, comment ça se passe? J'espère bien. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de choses dont il faut parler à partir de la saison footballistique qui est en train de rentrer dans sa phase plus chaud, important, parce qu'on est en train de voir là maintenant les championnats, les différents championnats qui sont en train de se définir. On est à peu près à la 10e journée pour un peu tous les championnats, donc on a déjà joué pour la plupart des championnats un tiers de matchs qu'il fallait jouer. Et pour ça, donc, il faut parler de ça. On doit parler du motorsport parce que cette fin de semaine, c'est une fin de semaine important. On a d'un côté la MotoGP qui fait étape en Australie à Phillip Island, circuit historique où on a déjà vu qu'est-ce qui s'est passé dans la sprint race, et dans Formule 1, les hommes et les femmes aussi, ils vont aller aux États-Unis à Austin pour faire tape là-bas dans la Formule 1. Et il faut parler même bien évidemment de la Coupe du Monde de rugby qui maintenant vive sa phase des demi-finales. Et donc vas-y, hein, comme toujours après il y aura tous les fast news et on lance ça. Et donc on commence tout de suite avec les footballs, et aujourd'hui on va parler du championnat italien, la Serie A. Pourquoi? Parce qu'il y a un match important qui va se jouer dans cette fin de semaine, c'est dimanche. Et donc on va parler de ces matchs importants, mais on va parler un peu de tout le championnat de Serie A, et toujours avec les formats de 1 minute, une équipe. Vas-y. Et donc du coup, on trouve à la première place du championnat italien l'AC Milan. AC Milan qui a fait un début du championnat incroyable. Que victoire. À part une défaite, ils ont perdu que contre l'Inter Milan. Ils ont perdu mal 5-1. Mais après, ils ont tout gagné. Ils sont en train d'aller très très bien. Peut-être en Ligue des Champions, ils ont un peu plus de difficultés. Mais après, pour le reste, c'est parfait. C'est un parcours parfait. Et ils ont que gagné et tout. Ils ont une bonne équipe, une équipe jeune. Les nouveaux joueurs, Reinders, Pulisic, Chukwueze, ils se sont bien intégrés même au Cafor. Et avec les anciens, les Théo Hernandez, les Leao, les Maignan. Et donc, c'est eux qui doivent jouer les matchs plus importants du ce week-end contre la Juventus, premier contre troisième. Ils partent comme favori, et moi je m'attends à un AC Milan qui va jouer à la maison pour manger la Juventus. Je les attends très très agressifs pour leur style de jeu. On reste encore à Milan parce que la deuxième place est occupée par l'Inter Milan qui a à jouer comme prochain match les matchs contre les Turin. Match difficile pour eux parce que Turin c'est une équipe de laquelle on va parler après, une équipe à n'est jamais sous-estimée, mais on se concentre sur l'Inter Milan. Inter Milan qui a commencé très très bien le championnat, mais après une défaite avec le Sassuolo et une match nul contre Bologne, ils les ont un peu ralentis. À part ça, ils ont un attaquant, les capitaines, Lautaro Martinez, qui, quand il tourne bien, quand il y a une journée où il tourne bien, il est dévastant. Il a déjà 10 buts en 8 matchs. Il est premier dans les classements de buteurs de la Serie A. Et donc, l'Inter Milan, je pense, c'est l'une des deux équipes qui va se jouer les championnats avec l'AC Milan. Et peut-être une autre équipe, mais on va voir parce que là, pour le moment, il n'y a pas des équipes qui rejoignent les niveaux des deux équipes de Milan. Là maintenant, on passe à la troisième place
qui est occupé par la Juventus. Juventus qui va jouer le match contre Milan et ils viennent du match bien gagné contre le Turin, des derbies du Turin. Et qu'est-ce qu'il faut dire des Juventus? Ils ont de bons joueurs et c'est une équipe très très cynique. En fait, c'est une équipe cynique avec un bon attaque parce que là maintenant on voit Dusan Vlahovic et Federico Chiesa qui, sans les blessures ou avec un peu moins de blessures, ils arrivent à performer mieux. Et donc, je m'attends une Juventus qui est quand même, elle n'est pas au niveau de l'AC Milan. Aller à Milan pour, je ne dis pas se défendre, mais quand même ils vont pas aller pour faire le match, ça c'est sûr. Et je m'attends quand même un bon match de leur part et qu'ils arrivent à sortir au moins de San Siro avec un point, au moins ça. On passe à la 4e place qui est à surprise, c'est la Fiorentina qui a gagné les derniers matchs contre Napoli pour 3-1 et ils ont à jouer les matchs contre Empoli. Qu'est-ce qu'il faut dire de la Fiorentina? Ils jouent un football incroyable. Ils ont beaucoup de milieux de terrain. Si je lis quelques noms, ils ont par exemple Bonaventura, Arthur, Maxime Lopez, des joueurs qui sont en train de très très bien aider l'équipe, même si les attaquants ne marquent pas encore beaucoup, mais il y a quand même Zola qui il a commencé à enchaîner de bonnes prestations et il va commencer à marquer. Et t'as surtout Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, c'est l'un des stars de cette équipe qui, on ne sait pas encore où elle peut arriver, mais pour le moment, ils sont 4e, ils sont en train de jouer un très très bon football et on s'attend à un placement européen pour eux. 5e place pour la déception de ce début de championnat qui a été Naples. Naples qui a perdu le match, comme j'avais dit avant, contre Fiorentina et qui doit jouer le match contre Verona. Le Verona, ça n'a jamais été une équipe très très favorable au Naples, donc je sais pas vraiment quoi m'attendre. Même parce que l'équipe, elle a pas changé, mais ils ont changé que l'entraîneur et ils ont vendu Kim Min-jae, le pilier défensif de l'année passée, l'année du titre pour Naples, et il est en train de tourner tout mal. Et ils doivent trouver des nouveaux équilibres. La saison dernière, on pouvait pas répéter ça, mais quand même, il fallait s'attendre à mieux de leur part. On s'attendait à mieux. Et donc, là maintenant, son Osimhen qui est blessé. Il faut que les autres attaquants, Raspadori et Simeone, par exemple, ils font quelque chose de plus. Mais même Kvaratskhelia, il faut qu'il aide même un peu plus. Et de l'autre côté, Rudi Garcia, il risque déjà son poste. C'est pas une bonne ambiance à Naples. On passe à la 6e place qui trouve une équipe toujours borderline, c'est-à-dire Atalanta. Atalanta qui a en fait révolutionné un peu son attaque. Ils ont laissé de côté Zapata, Muriel et Muriel qui est encore là mais il est plus central comme avant. Et là maintenant on est avec de nouveaux attaquants comme El Bilal Touré qui pour le moment il est blessé, comme Scamacca, comme De Ketelaere et même Lookman quand même il prend beaucoup plus d'importance dans l'équipe. Et là maintenant il vient d'une défaite contre l'Azurum mais il doit jouer les matchs contre Genoa. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre d'Atalanta? Moi je m'attends quand même une équipe toujours difficile contre laquelle il est toujours difficile de jouer. Je m'attends quand même qu'ils luttent pour des places européennes, mais après je sais pas qu'est-ce que dire de plus. Ils ont de bons joueurs comme Miners en milieu de terrain, comme Deron ou comme Scalvini en défense, mais après ça je sais pas vraiment quoi m'attendre. C'est une équipe un peu borderline l'Atalanta. Là, on entre dans la partie du classement un peu bizarre. On passe à la 7e place qui est occupée dans ce moment par Monza. Monza qui c'est une équipe qui en fait elle joue pas mal. Elle joue de bons matchs. Il a aussi de bons joueurs. Il a déjà un bon gardien comme Michele Di Gregorio. Il faut mettre un point sur les gardiens italiens parce que les gardiens italiens, moi je pense qu'ils sont entre les meilleurs gardiens au monde. Je dis comme classe des gardiens. Et donc après les gardiens, il n'y a pas que les gardiens bien sûr, il y a quand même des jeunes attaquants comme Lorenzo Colombo
qui aident l'équipe et des joueurs expérimentés comme Pessina, Colpani, très important au milieu de terrain pour Monza. Et à la base, ils n'auront même Papu Gomez qui a été recruté, mais il est déjà disqualifié pour dopage. Donc, c'est pas hyper rentable pour eux. Mais bon, ça c'est fait. Et eux, ils viennent d'une victoire contre Salernitana. Ils ont joué le match contre la Roma. Moi, sincèrement, je m'attends pas à un match gagné pour eux. Je m'attends au maximum, je m'attends un match nul. Mais après, ils peuvent surprendre toujours, hein. Et à la 8e place, nous on trouve Frosinone qui viennent du match gagné contre Verona et qui ont comme prochain match à jouer, le match contre Bologne. Frosinone, c'est une équipe qui vient de la deuxième division italienne, mais qui ont fait déjà un début du championnat très solide. S'ils sont arrivés ou s'ils sont 8e là maintenant, c'est parce qu'ils ont joué quand même très bien. L'entraîneur, Eusebio Di Francesco, c'était l'entraîneur de l'AS Rome qui était arrivé en demi-finale des Ligues des Champions. Et donc là, ils sont en train de se faire. Ils ont une équipe jeune et avec des joueurs quand même qui connaissent déjà la Serie A. Je pense à des joueurs comme Mathias Soulé, Caio Jorge, Enzo Barrenechea, des joueurs comme ça, ou comme Caleb Boccoli, quand même qui sont prêts ou des opérations comme ça. Et donc c'est un projet très intéressant et j'espère pour eux que ça marche ce projet parce que ça donne des très bons résultats. À la 9e place de ce classement, on trouve Lecce qui vient de match nul contre Sassuolo et qui a comme prochain match à jouer contre Udinese. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Lecce? Déjà, il faut parler de l'attaquant de Lecce, c'est-à-dire Nikola Kristovic, notre joueur exotique pris par les directeurs généraux des opérations sportives de Lecce, c'est-à-dire Pantaleo Corvino, un joueur exotique du Monténégro, pris d'une petite équipe en Serbie, et il commence à marquer des buts comme ça. Il est déjà à 4 buts marqués en 7 matchs, et donc c'est lui qui est en train de pousser Lecce en avant, mais il n'y a pas que lui, il y a des joueurs même comme Alkvist, encore un autre gardien italien, Vladimiro Falcone, et il fait de bonnes prestations, lui, beaucoup de bonnes prestations, et même le milieu de terrain avec des joueurs comme Raffia aussi, c'est hyper important, c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre de match contre Udinese? Déjà, je m'attends une bonne prestation de la part de Lecce parce qu'ils sont plus en forme par rapport à Udinese. Et après, on va voir pour le classement. S'ils arrivent à finir déjà dans les milieux de classement, c'est bien. C'est très bien. 10e place, ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a l'AS Roma, équipe que moi-même je supporte. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire de l'AS Roma? Déjà, ils viennent du match gagné, ça c'est bien, contre Cagliari 4-1. Et après, ils ont comme prochain match à jouer le match contre Monza. Déjà, on a compris que cette année, par rapport à l'année dernière, Roma est une équipe beaucoup plus offensive. Ils sont les deuxième meilleure attaque du championnat après Inter. Par contre, en défense, on a perdu beaucoup. Ils ont pris 12 buts en 9 matchs. C'est trop, c'est beaucoup. Et donc, là, il faut faire des interventions peut-être en défense. Par contre, l'attaque avec Lukaku et avec Dybala, ça tourne tout bien. Même les milieux de terrain comme Paredes ou je sais pas encore Cristante, Bove, ils sont en train d'aider. Renato Sanchez, il est souvent blessé, donc ça n'aide pas. Et même Aouar, il apporte beaucoup au milieu de terrain de l'AS Roma, qui doit gagner ce match parce que le prochain match à jouer après, si je me trompe pas, c'est contre Inter. Et donc ça aussi, il faut se présenter bien pour ce match. 11e équipe, on arrive à Bologne. C'est l'une des équipes qui j'aime plus de ce début du championnat italien. C'est une équipe qui joue un très bon football. J'aime bien l'entraîneur Thiago Motta et j'aime bien les joueurs. En particulier, on est en train de voir
Enfin, Joshua Zirkzee qui est en train de faire des très très bonnes prestations, même s'il marque pas beaucoup de buts, mais il fait jouer l'équipe. Il est un peu un playmaker offensif avec et autour de lui il y a Orsolini, des milieux comme Freuler, t'as Ndoye et t'as des joueurs comme ça et c'est hyper bien ce qu'ils sont en train de faire. Moi je m'attends à un Bologna qui en fait va créer beaucoup de problèmes à tous les autres équipes, comme ils l'ont déjà fait avec Inter, qui a égalisé contre eux 2-2, et comme je m'attends qu'ils vont faire même contre Frosinone. Les matchs entre Bologne et Frosinone, je pense que ça va être un match joué à très très haute intensité, parce que ce sont des équipes qui jouent beaucoup et qui courent beaucoup. Donc je m'attends à un bon match pour dimanche, c'est-à-dire demain. On arrive à la prochaine équipe, c'est-à-dire Sassuolo qui a comme match à jouer le match contre Lazio Rome. Sassuolo, en fait, c'est une équipe, ils ont perdu beaucoup de joueurs importants dans les dernières années. Mais il faut dire, première chose, il y a toujours un joueur qui reste là, toujours, et c'est Domenico Berardi. Ils sont en train de trouver des nouveaux équilibres dans l'équipe. Si je pense offensivement, Pinamonti, il doit faire un step en plus. Même au milieu de terrain, ils ont pris beaucoup de jeunes joueurs comme Volpato, Boloca, qui jouent, en fait, il faut tourner tous ces jeunes joueurs qui, quand même, ils apportent pas mal de choses. Même en défense, ils ont pris des joueurs comme Mattia Vitti. C'est une équipe beaucoup plus empruntée sur les Italiens par rapport aux dernières années. Mais après, qu'est-ce qu'il faut dire de Sassuolo? C'est une équipe qui joue, ça joue au football, ça fait développer des jeunes. C'est un projet que moi j'aime bien. Et après le match contre Lazio Rome, je m'attends qu'ils mettent de la difficulté à une équipe qui déjà de soi, elle est un peu en difficulté comme Roma. C'est la troisième déception de ces championnats. Et je l'introduis déjà maintenant. Je les ai introduits maintenant parce que c'est la prochaine équipe, Lazio Rome, qui même s'ils viennent d'une victoire contre Atalanta, une victoire qu'ils donnent quand même du point de vue mental un plus. C'est une équipe qui jusqu'à maintenant ils ont fait les pires championnats entre les grandes équipes, eux et AS Roma. Qu'est-ce qu'il faut dire de Lazio Rome? Déjà il faut trouver des nouveaux équilibres parce que un des joueurs plus importants de Lazio Rome, Milinkovic Savic, il a laissé l'équipe après des années. Il est arrivé Daichi Kamada qui a le talent, ça se voit, mais en fait il faut trouver une colocation pour lui. Il faut trouver une colocation pour Luis Alberto, Pedro, et pour tous ces joueurs-là, surtout au milieu de terrain, il faut trouver une nouvelle colocation. Et même en défense, il faut faire un peu comme l'année passée, parce que Lazio, il faut se rappeler, l'année passée c'était la meilleure défense du championnat. Et donc, je m'attends quand même qu'ils Romagnoli Casale, et ils arrivent à performer un peu comme, je dis pas comme l'année passée, mais au moins 70% comme ils ont performé l'année passée. Les niveaux du championnat italien cette année est augmenté. Et pourquoi je dis ça? Parce que la 14e équipe de ces classements nous explique ça. C'est Turin. Turin, c'est une équipe qui en fait joue un bon football. Ils jouent bien, ils ont des très bons joueurs comme par exemple Duvan Zapata, comme Adrian Tamese ou Nicolas Vlasic, encore important, Samuel Ricci, des joueurs très très importants et qui sont même dans leur respectif national. Et par contre, même avec ça, ils sont 14e. Mais moi, je pense que la raison de ça, c'est le nombre de buts marqués. 6 buts en 8 matchs, c'est trop peu. C'est trop peu pour une équipe qui, quand même, pour les talents qu'ils ont, ils peuvent jouer pour les postes européens. Zapata, il s'est pas encore ambienté du tout, pas complètement, mais avec le temps, moi je m'attends plusieurs buts de la part de Sanabria qui, bon, lui marque pas depuis longtemps, et surtout de la part de Duvan Zapata, parce que cette équipe avec ses talents, c'est vraiment du gâchis le fait qu'il se retrouve en 14e place. Les prochains matchs à jouer pour eux, c'est contre Inter. C'est un match très très difficile pour eux, mais je m'attends quand même quelque chose de bien.
15e équipe, on trouve une autre équipe de niveau parce qu'on trouve Genoa. Et moi, je dis ça pourquoi? Parce que déjà, si on regarde l'attaque de Genoa, qui a fait 10 buts en 8 matchs, on trouve Albert Gudmundsson et Matteo Retegui, deux joueurs qui sont très très importants. Gudmundsson, avec sa technique, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Je vous conseille d'aller voir quelques highlights de ces matchs. Et de l'autre côté, on a Matteo Retegui, c'est un grand attaquant. Il a le sens du but, le sens du goal. Il arrive à marquer dans toutes les situations possibles et inimaginables. L'Italo-Argentin. Et après, autour d'eux, on a des joueurs comme Messias, comme Morten Tosby, qui quand même sont des joueurs expérimentés et tout. Et après, les prochains matchs à jouer pour eux, c'est contre Atalanta. Je m'attends à un match difficile pour Atalanta parce que contre ces Génois, tu peux jamais être sûr. Demandez à l'AS Roma. On va aller un peu plus rapide sur les dernières 5 équipes du classement, c'est-à-dire Verona, Udinese, Empoli, Salernitana et Cagliari, dans l'ordre qui est quand même, ils ont tous les mêmes problèmes. Ils marquent pas de buts. C'est incroyable. Verona a marqué 5 buts en 8 matchs. Udinese a marqué 4 buts en 8 matchs. Empoli, qu'un seul but ils ont fait. Salernitana 4 buts et Cagliari 3 buts. En fait, à toutes ces équipes, il manque un attaquant qui arrive à marquer beaucoup de buts parce que dans le Verona, Djuric, oui, il est un joueur expérimenté, mais il n'a jamais fait 10 buts dans la Serie A. En l'Udinese, les attaquants actuels comme Luca, Success, ils n'arrivent pas à marquer autant de buts, et l'absence de Beto qui est parti pour Everton, et il s'est fait sentir là maintenant. Salernitana, les cas Boulaye-Dia, il s'est fait sentir pour tous les débuts du championnat, et même à Cagliari, l'unique joueur qui arrive à faire quelque chose de plus, c'est Tito Luvumbo, c'est lui qui a fait 2 buts sur 3. Donc je m'attends, donc pour eux l'important maintenant c'est d'arriver quand même à trouver un joueur qui arrive à marquer des buts. Pour Udinese, ce joueur pourrait être Lorenzo Luca, et qui doit faire un step en avant. Pour Cagliari, il faut s'attendre peut-être quelque chose en plus de Tito Luvumbo. Salernitana, peut-être le fait que Boulaye-Dia il est rentré dans l'équipe, il pourrait aider. Pour Empoli, je sais pas sincèrement, parce que là la situation elle est un peu compliquée. Baldanzi, il est pas un buteur. Cambiaghi, je ne sais pas s'il pourrait jamais apporter du but dans un championnat. Caputo, quand même, il avance même en âge, donc c'est vraiment difficile pour eux. Et pour Verona, je suis un peu moins inquiet parce que quand même, eux, par rapport aux autres 4 équipes, Verona, ils ont quand même une défense solide. Ils ont pris que 8 buts en 8 matchs, quand les autres, ils ont pris plus de 12 buts en 8 matchs. Donc, il faut s'attendre quand même à la part de ces 5 équipes, un step en avant du point de vue des buts. Là, on a fini avec les footballs, et donc on va passer à la rubrique motorsport. Et donc on est là avec la rubrique motorsport. Pourquoi? Parce que déjà il faut parler soit de la Formule 1, soit de la MotoGP. Part de tous les deux, parce que c'est un week-end très très mouvementé du point de vue motorsport. La Formule 1 va débarquer en États-Unis encore une fois à Austin, cette fois avec la F1 Academy, c'est la classe pour les femmes des Formule 1, et avec la Formule 1 qu'on connaît tous, avec la Sprint Race. Donc ça va être très très mouvementé cette fin de semaine du point de vue de la Formule 1, mais aussi du point de vue de la MotoGP, parce que même en MotoGP on a des courses
Phillip Island, mais on va y arriver. On commence avec la Formule 1, où déjà on a eu les qualifs pour la course des dimanches, parce que c'est un week-end avec sprint race, et les qualifs, ils nous ont donné Charles Leclerc en pole position, et c'est incroyable ça pour les supporters Ferrari, mais c'est un peu pour tous. Et en deuxième position, c'est Lando Norris qui arrive, qui débarque en deuxième position, et l'histoire nous dit que personne, et je répète personne, a gagné les Grands Prix des États-Unis sans commencer par les premières deux positions, donc soit premier, soit deuxième, et donc dès la première ligne. Et donc on va voir si Max Verstappen il va dire non, ça va pas continuer comme ça, parce que il faut le dire, Verstappen, il commence dès la 6e position en 3e ligne pour un problème de track limit. En fait, c'est incroyable à dire, mais même Max Verstappen fait des erreurs, c'est incroyable. Il a fait une erreur et donc ils lui ont enlevé les temps qu'il allait lui placer en pole position, et donc c'est ça c'est ce qu'il faut dire. Hamilton en plus va partir 3e, Gasly va partir 5e, 4e Carlos Sainz, et ça c'est important même pour la lutte pour la 2e place dans le championnat constructeur, que pour le moment on voit Ferrari et Mercedes se bagarrer pour cette place. Donc Leclerc et Sainz ils vont partir bien dans une piste qui n'était pas assez favorable, il faut dire, à la voiture, à la SF23 était plutôt favorable à la W14 des Mercedes, mais quand même les ingénieurs Ferrari avec à la tête Frédéric Vasseur, ils ont réussi à travailler sur cette voiture d'une façon fonctionnelle, et là maintenant on est en train de voir une Ferrari par rapport aux dernières années plutôt en montant. Ils sont en progression, ils sont en train de pointer même sous ce qu'on peut pointer. C'est la 2e place dans le championnat constructeur, et alors on pointe sur ça, même parce que derrière on a McLaren qui est avec Norris qui s'est placé 2e. Il peut être un problème, même si Piastri il est parti 10e, mais on a vu Piastri qu'est-ce qu'il peut faire dans les 2 dernières week-ends des Formule 1. On a vu Piastri quand même, il a le talent pour remonter les positions, pour monter, et donc je m'attends à une grande course de la part de Piastri qui part 10e, excusez-moi. 9e, Sergio Pérez, encore une fois, énorme difficulté pour les Mexicains de la Red Bull, qui risque sa place, il risque vraiment sa place. Il y a beaucoup de rumeurs dans les box Red Bull. Il y en a qui parlent d'une départ de Sergio Pérez, il y en a qui parlent d'un départ de Helmut Marko, incroyable, mais c'est ça la Formule 1. En fait, si tu n'amènes pas des résultats, tu risques d'être viré à tout moment, surtout si tu te retrouves dans l'environnement Red Bull. Et bon, Helmut Marko, c'est les trucs les plus incroyables de tout, parce que apparemment il s'agit d'une lutte de pouvoir, mais bon, on peut pas savoir plus. On n'est pas dans les box Red Bull, donc on peut pas savoir plus. C'est bon qualif pour Alpine, moi je dirais, que voir Gasly et Ocon en 7e et 8e place, et de l'autre côté, c'est le désastre. C'est le désastre pour Aston Martin. Alonso, il est sorti en Q1 et c'était l'unique pilote de 2023 à ne jamais être sorti en Q1. Lui avec Stroll, ils vont partir 17e et 19e, excusez-moi, parce qu'il y a Sargent qui va partir même lui 20e. Il est une autre pilote qui quand même il risque sa place, il n'emmène pas des résultats, et même s'il est dans les GP de la maison parce qu'il est américain et tout, mais là il risque sa place, il faut se dire. Sargent il n'emmène pas ce qu'il emmène par exemple Alexander Albon, qui même si là maintenant il est un peu en difficulté dans ces Grands Prix, va partir si je ne me trompe pas 18e.
lui, il a emmené beaucoup de points pour l'équipe. Il a emmené 23 points pour une équipe comme Williams, c'est quelque chose d'incroyable. Et ils ont fait une bonne prestation, il faut dire, même les AlphaTauri avec Tsunoda qui va partir 11e le dimanche et Ricciardo qui va partir autour de la 14e place à peu près. Et pas mal aussi la prestation des Alfa Romeo qui voit Guan Yu Zhou partir 13e, 12e et Bottas partir 13e, excusez-moi. Et donc même Alfa Romeo fait une bonne prestation. As, c'est toujours un peu douteux. Ils ont changé un peu du point de vue aérodynamique la voiture, surtout sur les côtés. On va voir si cette innovation du point de vue aérodynamique peut emmener à quelque chose de bien. Peut-être pas tout de suite, mais plutôt pour l'année prochaine. On va voir ça. Et après, qu'est-ce qu'il faut dire encore d'autre? On n'attend rien d'autre pour la Formule 1 masculin. On attend que la sprint race qui va se dérouler ce soir à minuit, parce que ouais, c'est les États-Unis et donc il faut faire même avec les fuseaux horaires. Après avoir parlé de la Formule 1 masculin, je vais me mettre un petit aperçu sur la F1 Academy, la Formule 1 féminin, qui voit la fin de son année ici, eux aussi à Austin. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Déjà, c'est un format un peu différent par rapport à la Formule 1 masculin parce qu'il y a 5 équipes composées de 3 pilotes. C'est 5 équipes de 3 pilotes, donc on a 15 pilotes et c'est pas comme les formats de la Formule 1, le week-end de la Formule 1 où on trouve les preuves libres, après on a les qualifs et quelquefois une sprint race, après on a la course officielle. Non, ici on a 3 courses, on a course 1, course 2 et course 3. Et on a même beaucoup moins des week-ends. Ils ont fait week-end à Spielberg, à Valencia, Barcelona, Zandvoort, Monza, les Castellets, même en France. C'était l'avant-dernier. Et ici, c'est le dernier à Austin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut dire, déjà, on peut parler de Team Prema qui est en train de lutter pour la première place dans les championnats constructeurs contre les teams MP Motorsport. Team Prema qui a comme pilote déjà la championne du monde du Formule 1 Academy, Maria Garcia, et une autre pépite très très jeune, moi je pense c'est une très très bonne pépite, c'est-à-dire Bianca Bustamante. Qu'est-ce qu'il faut dire surtout des Bustamante? Déjà je pense que c'est une pépite et dans cette semaine elle a été recrutée dans les programmes du Junior Development de McLaren, qui donc pense un peu comme moi qu'elle est une jeune pépite et tout. Et donc qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Je m'attends une Prema ultra agressive pour aller se prendre même la première place, pas seulement dans les championnats pilotes avec Maria Garcia, mais même dans les championnats constructeurs avec tous les 3 pilotes qui doivent défier les MP Motorsport. MP Motorsport qui avec Marti Lovinfosse et Caceres, ils sont premiers du classement constructeur. Après, pour les autres équipes, faut attendre l'année prochaine. Faut voir même comment ça va développer dans les prochaines années. Le projet F1 Academy, qui c'est un projet, il faut le dire, qui c'est né pour donner aussi à les femmes la possibilité d'entrer un jour dans la Formule 1. Et donc, moi, je pense que c'est un très très bon projet. C'est un projet hyper intéressant et je m'attends des choses intéressantes, même parce que le fait d'accueillir des femmes dans la Formule 1, c'est intéressant. On a vu par exemple Aston Martin, Jessica Hawkins, qui a fait des preuves libres, pas dans cette fin du week-end, mais dans
je pense que c'était les fins week-end au Qatar, si je me trompe pas, je me rappelle plus. Et c'est très intéressant. Et peut-être eux, ils pensent de laisser à la maison Stroll pour le substituer avec Hawkins. Non, je rigole, bien sûr. Mais après, quand même, c'est un projet très intéressant. C'est que c'est de la Formule 1 d'inclure beaucoup plus les femmes. On passe à la MotoGP, Phillip Island. Pourquoi? Parce que c'est week-end aussi de MotoGP et on a eu déjà la sprint race parce qu'avec l'histoire des fuseaux horaires en Australie, il faut se réveiller les matins très tôt pour voir la MotoGP. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais la sprint race est déjà déroulée et a vu comme gagnant incroyable Johann Zarco. Les Français, ça faisait des années qu'il gagnait pas, ça faisait un petit moment qu'il gagnait pas, et lui-même il a déclaré qu'il espérait plus, comme la plupart des Français, il espérait plus dans la victoire de Johann Zarco en MotoGP, mais par contre c'est arrivé, incroyable, il a été hyper compétitif ce week-end dans cette sprint race et va continuer à être hyper compétitif, j'imagine même dans la course officielle. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire aussi que Bagnaia, il est arrivé devant Bezzecchi et à Jorge Martin, et donc Bagnaia il montre encore d'être rentré, d'être revenu après ce qui s'est passé en Indonésie où Jorge Martin il était devant tout le monde, il est tombé, il a perdu la possibilité de faire une plus grande carte face à Bagnaia qui a gagné ce Grand Prix là, et donc je pense que pour les prochains 4 week-ends, si on enlève ces week-ends ici, où il peut se passer encore énormément de choses, si la tendance ne change pas, Bagnaia va pour moi gagner son deuxième titre de champion du monde des MotoGP, excusez-moi. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'encore c'est tout à décider, parce que c'est encore tout en développement. Même si je dis ça, l'écart entre Bagnaia et Jorge Martin est de 27 points. Donc, dans 4 week-ends, tout peut changer du tout. Je pense par contre que Bezzecchi, il est dehors de la course pour les champions de MotoGP, et il doit plutôt faire attention à garder la 3e place, vu que Brad Binder il est proche là, et Johann Zarco qui est 5e et s'approche de Binder. Donc moi je pense que Bezzecchi c'est mort. Et donc si on veut se concentrer sur les courses pour le championnat du monde, c'est entre les deux, c'est entre Bagnaia et Jorge Martin. Ça c'est l'enjeu. Et donc pour voir comment ça va se terminer, il faut attendre demain matin. La deuxième course, la course officielle du Grand Prix d'Australie sur une piste que moi j'ai toujours aimé, Phillip Island, piste historique, j'ai toujours aimé ça, et j'ai hâte d'attendre qu'est-ce qui va nous dire cette piste. On a fini avec le motorsport et donc on va passer là au rugby où on est dans la phase des demi-finales de la Coupe du Monde de rugby et on a vu déjà la première demi-finale qui s'est jouée entre l'Argentine et les All Blacks contre la Nouvelle-Zélande, une demi-finale à sens unique. Ça a terminé 44-6 pour les All Blacks qui vont arriver en finale, une demi-finale qui en fait ça a été une déception, cette demi-finale en première partie pour les mêmes Argentins qui s'attendaient pas à une demi-finale
tellement difficile pour eux, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et après, pour tout le public qui, en fait, dit que ça a été une demi-finale à sens unique du début à la fin. Les Argentins, ils ont rien fait, ils ont pas eu la force même mentale de réagir à la force technique et la puissance physique aussi des All Blacks et tout. Et là, aujourd'hui, on a une autre demi-finale très très importante. Là, on n'est plus dans l'historique parce que à s'affronter, ils vont être l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Sont des ennemis historiques, des équipes de rugby. Ils se sont déjà rencontrés en 2019 dans les finales de 2007 et de 2019. En 2019, il y a 4 ans, c'était l'Afrique du Sud qui avait gagné les matchs, même si ils n'étaient pas eux les favoris, ils étaient les Anglais qui étaient dans leur prime absolu de dernier temps. Et avec des joueurs comme Farrell, Mayo et Itoyi, si je me trompe pas avec les noms. Mais là maintenant, c'est tout bouleversé. Surtout après le Covid, l'Angleterre en fait n'a plus réussi à enchaîner des résultats avec continuité et surtout avec un jeu qui il a pas progressé, un bon jeu qu'ils avaient, il n'a pas progressé, ils ont fait des steps en arrière. Par contre, l'Afrique du Sud a fait les parcours en vert, ils étaient en difficulté et de ces moments-là, après ils se sont lancés beaucoup mieux et là maintenant ils sont beaucoup plus forts et ils sont les favoris, mais moi je pense qu'il faut pas sous-estimer les Anglais parce que les joueurs qui étaient là en 2019, ils sont encore là. Si l'Angleterre est arrivée jusqu'à ce moment ici, c'est parce que ils sont l'un des nationaux les plus forts au monde. Et dans ces matchs comme ça, c'est plutôt la condition mentale qui donne quelque chose de plus. Après, les favoris, ils restent les Sud-Africains. Ça, c'est sûr. On va passer là maintenant à la NFL rapidement. Pourquoi? Parce que là on approche à la semaine 7e semaine, donc on est là déjà à la moitié de la regular season, on est proche de la moitié de la regular season et on peut commencer à déliner un peu des classements. Et là on peut voir aussi qu'il n'y a plus d'équipes qui n'ont pas eu de défaites parce que les dernières deux équipes sont défaites qui restaient, c'est-à-dire les San Francisco 49ers et les Philadelphia Eagles ont perdu dans le week-end 6. Les premiers, ils ont perdu contre l'un des meilleures défenses de la NFL, c'est-à-dire les Cleveland Browns. C'est vrai, Brock Purdy a été mis très très en difficulté par cette défense hyper asphyxiante et qui lui a mis beaucoup en difficulté. Et les Philadelphia Eagles ont perdu par contre contre les New York Jets qui là maintenant ils se retrouvent sans Aaron Rodgers, mais ils sont en train d'échanger. Ils ont 3 quarterbacks qui s'échangent entre eux et qui sont en train d'assurer, pas au niveau des Aaron Rodgers, ça c'est sûr, mais quand même c'est pas la catastrophe totale à New York qui est en train de jouer pour les places de playoffs et c'est déjà la deuxième victoire consécutive pour eux. Et qu'est-ce qu'on peut voir du coin Philadelphia Eagles? Les difficultés incroyables de Jalen Hurts offensivement, il a fait beaucoup d'erreurs et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Sûrement un step en avant parce que Philadelphia a besoin de son quarterback pour bien performer et tout. Et après, sûrement pour les playoffs, il
il faut faire attention même aux Detroit Lions qui, par contre, ils sont en train de faire une très très bonne saison cette année pour le Super Bowl. Du coin de la National Football Conference, ça va être très très serré parce que les Detroit Lions ils sont en train de faire une très très bonne saison. C'est 4 victoires consécutives pour eux, et même les San Francisco 49ers ils sont très très forts, même si dans les Power Rankings ils sont descendus face aux Kansas City Chiefs de l'autre conférence, qui par contre eux aussi du point de vue offensif quand même ils ont fait difficulté contre les Denver Broncos, même s'ils ont gagné. Et après c'est très très serré, surtout sous le coin de la National Conference Division. Du coin de la American Conference Division, c'est difficile de trouver quelqu'un qui peut faire face aux Kansas City Chiefs. Il y a pour le moment les Miami Dolphins de l'ex Tyreek Hill, mais après l'équipe qu'on s'attendait beaucoup plus performant, c'est-à-dire les Cincinnati Bengals, ils sont pas là du tout. Là maintenant ils ont 2 victoires consécutives, mais ils sont 3-3 comme bilan, et donc c'est très très compliqué pour eux aussi. Pour Joe Burrow et Co, c'est compliqué. Et pour le moment je vois que les Miami Dolphins qui peuvent mettre en difficulté les Chiefs. Sinon attention, c'est encore un autre Super Bowl pour l'équipe de Kansas. Et après l'NFL, on reste encore aux États-Unis. C'est un épisode très très marqué sur les étoiles et les lignes américaines. Pourquoi? Parce que on passe au basket. Avant de passer à la NBA, je voudrais parler un peu de la WNBA, parce que on a vu que sont terminés les finales NBA, de la WNBA, et les Las Vegas Aces ont fait back-to-back. C'est A'ja Wilson, la Final MVP, la joueuse très talentueuse, les 5, les pivots des Las Vegas Aces a gagné le Final MVP. Et là on a des joueuses même expérimentées comme Chelsea Gray, Candice Parker qui ont gagné les trophées pour plusieurs fois. Candice Parker c'est l'unique joueuse dans l'histoire de la WNBA qui a gagné 3 fois les titres, donc ça c'est incroyable, et pour ça elle va rejoindre les autres joueuses très très importantes de l'histoire de la WNBA comme Cynthia Cooper ou Yolanda Griffith ou Katie Smith dans le Hall of Fame, ça c'est sûr. Et donc en passant à la NBA des hommes, on est encore en phase des pré-saison, et on voit encore Wemby qui est en train de faire encore des très 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 bons matchs. Il est en train d'emmener San Antonio à beaucoup de victoires de la pré-saison. Je ne vais pas donner des stats parce que en fait on est encore en pré-saison, donc c'est pas encore la vraie NBA qui a commencé à jouer tout, mais quand même on peut avoir quelques petites instructions sur ce qui peut se passer dans la saison. Et l'une de ces instructions qui me vient de dire, c'est déjà attention aux Milwaukee Bucks, à la couple Giannis Damian, parce que les deux ils sont chauds, ils sont très très chauds, faut le dire. Attention aux Golden State Warriors de Steph Curry avec CP3, mais on s'est déjà dit sous ça, et donc il faut attendre que mercredi c'est la opening night. On va trouver les Denver Nuggets qui vont jouer contre les Los Angeles Lakers, et les Golden State Warriors qui vont jouer contre les Phoenix Suns. Donc même cette fois la NBA ils nous mettent comme opening night des matchs de pointe, ils le font toujours. Denver Nuggets contre les Los Angeles Lakers, c'est les rematchs des finales de conf qu'on vient de voir de la Western Conference. Et Warriors contre Suns, c'est pas un rematch, mais c'est quand même un match très très important entre deux équipes qu'on peut
se retrouver au playoff. Et après cette opening night, on va avoir tous les autres matchs. On va voir Hornets, Hawks, Pacers, Wizards, tous les autres matchs qu'on va commenter. Et donc, faut être chaud parce que la NBA, elle va vraiment cette fois, elle va reprendre cette semaine-là. Et donc, même pour cet épisode, on a terminé. Merci beaucoup à vous tous qui vous êtes arrivés jusqu'à ce point. Pour le prochain épisode, je voulais peut-être essayer de tester, parler de quelque chose d'un peu différent, peut-être un peu moins sportif, mais plutôt business, plus dans le monde du business, sport lié au business, pour voir comment se passe du point de vue de business, les différents sports, le football, le basket, le football américain, le rugby, et comment en fait ils arrivent à faire autant d'argent. Et donc peut-être ça va être comme ça le prochain épisode. Moi je vous laisse, je vous salue et ciao les gars, à la prochaine.